Je vais demander maintenant, si elle le veut bien, au professeur Fabienne Jo. Merci beaucoup pour votre invitation et je précise tout de suite que n'étant pas historienne, j'aurais eu vraiment beaucoup de mal à traiter le sujet que vous évoquiez à l'instant. Ce que vous m'avez demandé de traiter, c'était le sujet de la dignité du demandeur d'asile. Et si je suis un peu plus à l'aise pour en parler que pour parler de l'autre sujet, c'est que je suis juriste, professeur de droit à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et depuis de très nombreuses années, je m'intéresse notamment aux droits des étrangers. Alors, je précise que je suis juriste tout simplement parce que je vais vous parler de droit et pas d'autre chose. Simplement, et j'ai compris dans les interventions précédentes, dans vos commentaires précédents, monsieur le professeur Hervé, que vous vouliez quelque chose d'assez concret, que vous vouliez qu'on regarde si, quand on parle de droit, les droits sont effectifs, et c'est ce à quoi je vais essayer de m'employer dans les minutes qui me sont imparties. Donc, on va voir quelles sont les règles qui peuvent assurer la dignité du demandeur d'asile. On va surtout voir si elles sont effectivement appliquées. Alors, quelques mots sur le principe de dignité de la personne humaine. On peut en dire beaucoup de choses. Je vais peut-être commencer par les sources de ce principe. Il n'est pas énoncé en tant que tel dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel a tout de même jugé qu'il s'agissait d'un principe, que le principe de dignité était un principe à valeur constitutionnelle. Dans d'autres pays, notamment en Espagne, en Allemagne, la dignité trouve sa place dans la Constitution et c'est sans doute important. Mais bon, nos juridictions, de toute façon, font très clairement référence à ce principe. Le Conseil d'État dit tout simplement que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public. Le Code civil comporte un article sur l'article 16, un article 16 qui interdit les atteintes à la dignité de la personne humaine. Donc, on a quand même tout un arsenal qui place la dignité de la personne au cœur de notre ordonnancement juridique. Et puis, le texte le plus récent sur les droits fondamentaux dont on dispose dans notre arsenal juridique, c'est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et cette Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne donne une place essentielle à la dignité. Ce sont les 5 premiers articles de la Charte qui sont consacrés à la dignité. Alors, pour vous donner un exemple de ce que recouvre la dignité, l'article 1 qui consacre le principe lui-même nous dit que la dignité humaine est inviolable. Alors c'est important parce que les droits fondamentaux, ils sont souvent énoncés, mais ils doivent être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux. Pour la dignité humaine, on a vraiment affaire à un droit absolu, hein. Elle est inviolable, c'est ce que dit l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et puis, à la suite de ce premier article essentiel, on a un article 2 sur le droit à la vie, un article 3 sur le droit à l'intégrité de la personne, un article 4 sur l'interdiction de la torture, des peines ou travail inhumain ou dégradant, et enfin l'article 5 sur l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Et finalement, ce texte, cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est, comme je le disais, le texte le plus récent comportant l'énoncé des droits fondamentaux, il nous montre bien comment on doit percevoir la dignité, le principe de dignité. C'est d'abord sans doute un principe qui est à la source de tous les autres droits fondamentaux. C'est un principe qui est inviolable. Et puis ensuite, on a son contenu avec le droit à la vie, l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, de l'esclavage et du travail forcé, etc. Pour dire les choses simplement, on présente souvent le principe de dignité comme la matrice de 2 idées, hein. La personne humaine doit être reconnue en tant que telle, elle ne doit pas être instrumentalisée,
Et donc, le principe de dignité permet d'interdire, de réifier l'être humain, de le transformer, de l'utiliser comme une chose. Ça, c'est la première idée qu'on trouve derrière le principe de dignité. Et puis, la seconde idée, et c'est sans doute celle-ci qui va nous retenir le plus au regard du sujet, le demandeur d'asile, la seconde idée, c'est que le principe de dignité exige que soient assurés les besoins vitaux de la personne humaine. Et donc, il va falloir voir comment le demandeur d'asile peut voir ses besoins essentiels, ses besoins vitaux assurés en dépit de sa situation très particulière, celle du demandeur d'asile. Alors, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? J'en arrive au deuxième terme du sujet. Le demandeur d'asile, je le précise parce que souvent, on a tendance à le confondre avec le réfugié. Il faut le distinguer. Dans un sens strict, le réfugié, c'est celui auquel on a reconnu la qualité de réfugié. Donc, il est arrivé au terme du processus de demande de protection. Alors que le demandeur d'asile, lui, il est en plein cours du processus de demande de protection. Aucun statut particulier ne lui a été reconnu. Alors, il n'est pas apatride, parce qu'il a sans doute une nationalité, mais il a la nationalité, pour la plupart d'entre eux en tout cas, les demandeurs d'asile ont la nationalité du pays qu'ils veulent quitter, du pays qui ne leur assure pas la protection dont ils ont besoin. En tout cas, ils prétendent que le pays qu'ils cherchent à fuir ne leur assure pas la protection dont ils ont besoin. Et c'est important de bien préciser la distinction entre réfugiés et demandeurs d'asile parce que cela permet d'insister sur la vulnérabilité de celui qui est le demandeur d'asile puisqu'il est sur le chemin d'une reconnaissance de la protection. Il ne l'a pas encore obtenue. Alors, le droit d'asile qui est finalement un processus qui va permettre, de demander une protection et puis, dans un second temps, de l'obtenir. Et qu'est de fort ancien. Alors, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas historienne, et puis de toute façon, ce n'est pas le sujet, mais on en trouve des traces dans l'Antiquité, y compris en Égypte, mais c'est surtout en Grèce que le droit d'asile s'est développé. Et puis, il est très, très ancré dans la tradition judéo-chrétienne. Mais pour en venir aux solutions du droit positif, ce qui importe pour nous, c'est de voir que le droit d'asile, il fait l'objet d'un texte international que la France a ratifié et qui lie la France, à savoir la Convention de Genève sur les réfugiés. Et puis également, le droit d'asile a une source constitutionnelle. Il est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, qui est lui-même inscrit dans le préambule de notre Constitution de 1958. Le Conseil constitutionnel a affirmé sa valeur constitutionnelle, la valeur constitutionnelle du droit d'asile. Et puis, depuis maintenant je ne veux pas dire de bêtises, mais si je dis plusieurs dizaines d'années, c'est peut-être pas tout à fait juste, mais depuis une vingtaine d'années, le droit d'asile fait l'objet de textes européens qui visent à le protéger, à le rendre effectif. Et aujourd'hui, les sources du droit français sont clairement les sources européennes, ce qu'on connaît souvent sous le terme du paquet asile, des règlements Dublin, qui sont des textes donc pluriels qui finalement dressent le cadre du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et qui s'intéressent aux demandeurs d'asile sous différents angles. D'abord, pour retracer la procédure qui va permettre aux demandeurs d'asile de déposer sa demande et de l'avoir instruite, et puis également sur les droits qui vont être reconnus à ce demandeur d'asile pendant cette phase transitoire où il cherche à demander l'asile
et avant de l'obtenir. Donc voilà pour présenter le droit d'asile. Je crois qu'il est encore utile, sans vouloir être trop longue, de dire quelle est l'ampleur du phénomène de la demande d'asile. Alors, on en entend beaucoup parler avec ce que certains qualifient de crise migratoire depuis 2015, avec l'afflux de demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Alors, je crois qu'il faut quand même ne jamais perdre de vue que ce n'est pas du tout limité au territoire européen. Hein. Le nombre de demandeurs d'asile ne doit pas être limité au nombre de demandeurs d'asile qui frappent, entre guillemets, à la porte de l'Union européenne. Même s'il est vrai que ce nombre de personnes qui sollicitent l'asile dans l'Union européenne est important. Le phénomène n'est pas nouveau non plus, contrairement à ce que parfois on laisse entendre. Hein. Le nombre de demandes a considérablement augmenté, mais on est loin d'être parti de rien. Et puis, c'est un nombre qui tend tout de même à se réduire. Alors, pour être précis, en 2019, puisque c'est les derniers chiffres qui ont été communiqués, on avait en France presque 178 000 demandes d'asile qui ont été introduites en France. Ça ne veut pas dire que toutes ont été instruites en France, j'y reviendrai tout à l'heure. On peut solliciter l'asile en France, mais se voir contraint à finalement porter sa demande ailleurs. Et puis, par rapport à 2020, donc les chiffres ne sont pas encore connus, mais on a déjà la confirmation qu'il y aura beaucoup moins de demandes d'asile cette année, hein, sans doute à peu près moitié moins. Alors, il y a deux explications, enfin au moins deux, il y en a peut-être d'autres, il y en a sans doute d'autres, mais parmi les explications à cette baisse des demandes d'asile en France en 2020, il y a sans doute la crise sanitaire. Et puis également, et j'y reviendrai là aussi, les difficultés que les étrangers qui voudraient demander l'asile rencontrent lorsqu'elles veulent enregistrer leur demande d'asile. Or, les chiffres ne tiennent compte que des demandes qui sont enregistrées. Alors, cette présentation du sujet étant faite, je vais maintenant m'employer à essayer de voir si la dignité du demandeur d'asile est respectée de façon satisfaisante. Et je vais me focaliser là encore sur la France. On va voir que la situation n'est pas clairement rose. La situation des demandeurs d'asile en France est loin de correspondre à un idéal de dignité qu'on pourrait souhaiter. Mais la situation est peut-être encore pire ailleurs. Alors c'est pas satisfaisant de dire cela, mais il faut quand même souligner qu'il y a des choses qui sont faites en France et qui ne le sont pas dans les pays étrangers. C'est pas une justification quelconque hein, des défauts du système français, bien sûr. Une remarque intéressante qui se trouve dans un ouvrage qui vient d'être publié par l'actuel directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, le préfet Didier Leslie. Il dit « Quand je me considère, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. » Et notamment, il développe ça juste après avec les demandeurs d'asile en constatant que l'allocation qui est attribuée aux demandeurs d'asile en France est supérieure à celle qui est qui est attribuée dans la plupart des pays d'Europe. Mais bon, c'est pas pour autant, et on va le voir, que la situation relative à cette allocation qui va être versée aux demandeurs d'asile en France est satisfaisante. Avant d'entrer dans les détails des défauts du système français, je voudrais mentionner aujourd'hui un arrêt de la Cour de justice et pourquoi aujourd'hui il a été rendu aujourd'hui.
Il concerne la Hongrie. Hein. Vous savez sans doute que, je ne parle pas des problèmes d'état de droit autres, mais la Hongrie est très, très souvent montrée du doigt pour les traitements particulièrement inhumains et dégradants qu'elle fait encourir à la population étrangère et notamment aux demandeurs d'asile. Et aujourd'hui, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt qui était attendu, hein, mais un arrêt où elle constate le manquement de l'État hongrois, des autorités hongroises, quant au respect des obligations qui découlent du droit de l'Union européenne en matière d'asile, que ce soit pour le traitement de la demande d'asile, que ce soit pour le refoulement des demandeurs d'asile, que ce soit pour les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Et cet arrêt fait suite à un nombre de décisions déjà de la Cour de justice où on avait pu constater que certains points du système de l'asile, du système européen de l'asile, n'étaient pas respectés par les autorités hongroises notamment. Il n'y a pas que la Hongrie, hein. On a aussi régulièrement à voir ce qui se passe dans les camps en Grèce. Voilà. Mais bon, il faut quand même le mentionner avant de revenir en France. Et pourquoi c'est important d'avoir ce regard à l'étranger? Eh bien, parce que tout simplement, vu de France, on constate qu'il n'y a pas d'organisation de la prise en charge du demandeur d'asile avant qu'il n'arrive sur le territoire français. Donc finalement, on ne va s'intéresser aux demandeurs d'asile qu'au moment où il se trouve, où il tente d'entrer sur le territoire français. Si on avait un véritable droit d'asile, si on cherchait vraiment à avoir un droit d'asile effectif, il faudrait organiser les voies d'accès en France à ces personnes qui se prétendent persécutées dans leur pays d'origine. Et ce n'est pas du tout la situation actuelle. Le nombre de visas humanitaires, puisque c'est cette voie juridique qui pourrait être empruntée, le nombre de visas humanitaires délivrés en France est extrêmement limité et l'Union européenne n'entend pas du tout remédier à cette absence de visas humanitaires. Hein. La Cour de justice, qui pourtant essaye quand même assez régulièrement de défendre les droits des vulnérables et notamment les droits des étrangers, la Cour de justice a considéré qu'il ne découlait pas des principes du droit européen une obligation d'accorder un visa humanitaire. Donc, la situation n'est pas prête d'évoluer. Mais c'est ce qui explique tous les naufrages en mer dont on parle et maintenant ce qui se passe parfois sur certains sommets alpins, enfin sur certains cols dans les Alpes. Là encore, on en dira un mot tout à l'heure. Alors, ceci étant dit, venons-en à la situation française. Et là, mon propos ne va pas être très drôle puisque je vais être amenée à constater de multiples atteintes à la dignité du demandeur d'asile. Alors, je vais commencer par un point qui sera relativement bref, c'est sur l'atteinte à la dignité du demandeur d'asile à la frontière. Et puis, dans un second temps plus long, je verrai les atteintes à la dignité du demandeur d'asile une fois que le demandeur d'asile est entré en France, donc les atteintes sur le territoire. Vous m'entendez toujours bien? Très bien. Parfait. Alors, les atteintes à la frontière, pourquoi il faut en parler? Eh bien, tout simplement parce que là, on a des règles qui sont applicables et qui finalement ne sont pas appliquées. L'effectivité du droit peut être véritablement discutée. Un exemple qui est d'actualité, hein, ça se passe au mois de décembre 2020. Ça se passe dans les Alpes, ça se passe au-dessus de Briançon au col de Montgenèvre. On a tous les jours des étrangers qui essayent de franchir la frontière franco-italienne pour pouvoir demander l'asile en France. Pas tous, hein, tous les étrangers qui passent par cette frontière ne souhaitent pas forcément demander l'asile, mais parmi ces étrangers, il y a des personnes qui entendent demander l'asile en France et qui ne souhaitent pas demander l'asile en Italie
pour différentes raisons, mais notamment parce que la situation du demandeur d'asile en Italie est assez mauvaise par rapport à celle qui existe en France. Et puis, il y a tous ceux qui préfèrent demander l'asile en France parce qu'ils ont déjà des membres de leur famille qui sont en France, ou des proches, peu importe. Bon. Eh bien, on est au mois de décembre, donc vous savez que les conditions climatiques à cet endroit-là ne sont pas excellentes. On a des personnes qui sont souvent très fatiguées. On a des personnes qui peuvent être jeunes, on a des enfants, on a des femmes enceintes. Eh bien, toutes ces personnes sont plus ou moins traitées de la même façon, puisque la police aux frontières tente d'abord de les dissuader d'entrer sur le territoire français, en leur disant qu'ils n'ont pas le droit d'entrer, et notamment, même lorsque ceux-ci prétendent y demander l'asile, on leur explique, en brandissant les règles européennes, qu'ils ne peuvent pas demander l'asile en France, puisqu'ils viennent d'un autre pays membre de l'Union européenne, ou pays qui est, dans le système du règlement Dublin, compétent pour traiter de leurs demandes. Et c'est sur ce fondement-là que les autorités françaises, la police aux frontières, cherchent à refouler les étrangers. Alors, il y a quand même des exceptions pour les enfants, pour les personnes malades, mais la difficulté, c'est que la police aux frontières n'a pas du tout les compétences pour évaluer l'état de santé des potentiels demandeurs d'asile. Ils n'ont pas les compétences pour les traiter, évidemment. Et donc, finalement, on risque d'avoir une atteinte à la dignité de l'étranger qui voudrait entrer en France, puisqu'on ne leur permet pas d'avoir accès aux personnes qui pourront prendre soin d'elles. Alors, tout cela se fait par ailleurs en violation avec les règles, puisque je vous ai dit que la police aux frontières brandissait le règlement Dublin pour dire que il devait refouler ces personnes-là. C'est pas du tout pourtant la règle. Et le Conseil d'État a été amené à le rappeler. Dans un arrêt du 8 juillet 2020, il est dit que l'autorité administrative porte une atteinte grave et une atteinte illégale au droit d'asile lorsqu'elle ne permet pas à l'étranger d'entrer sur le territoire pour y déposer sa demande d'asile. Le règlement Dublin, en effet, si on l'interprète correctement, ne permet pas d'opposer un refus d'entrée aux demandeurs d'asile à l'étranger. Il permet juste, une fois que l'étranger est entré sur le territoire français et a sollicité l'asile, de le renvoyer vers l'autorité étrangère qui serait normalement compétente pour traiter de sa demande. Mais il faut d'abord le laisser entrer pour essayer de comprendre pourquoi il a demandé l'asile en France, pourquoi il a voulu entrer en France pour demander l'asile. Et on verra tout à l'heure que le règlement Dublin, qui donc normalement oblige à déposer la demande dans le premier État membre dans lequel on entre, comporte des exceptions, et notamment des exceptions pour assurer l'unité familiale. Donc, à partir du moment où ce n'est pas un principe absolu, il faut d'abord qu'une autorité française puisse porter un regard sur la demande d'asile. Donc, le Conseil d'État a dit les choses, mais la police aux frontières ne respecte pas cet enseignement tiré de la jurisprudence du Conseil d'État. Et le Conseil d'État lui-même, il ne l'a pas dit sans fondement. Hein. On avait des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui étaient déjà dans le même sens. Alors, cette inefficacité de la règle de droit, ineffectivité de la règle de droit qui va porter atteinte à la dignité de l'étranger, à la dignité du demandeur d'asile, entraîne l'intervention évidemment de multiples associations. Et là, pour l'instant, on en est à une phase qui
qui est évidemment temporaire. Hein. Les associations veulent pouvoir porter assistance aux étrangers concernés, y compris lorsqu'ils sont placés lorsque les étrangers sont placés dans les postes de police aux frontières, dans des conditions sanitaires souvent assez peu satisfaisantes, pour des périodes de plusieurs heures, souvent sans avoir accès à de la nourriture, etc. Et ce qui justifie donc l'intervention des associations. Le préfet compétent pour la région a opposé un refus d'assistance pour ces associations. Mais là, on a eu fin novembre et début décembre 2 décisions des tribunaux administratifs, donc 2 décisions de tribunaux qui statuent en urgence, qui ont été saisis par le biais des procédures d'urgence et qui demandent, ces 2 décisions, de suspendre le refus d'accès aux organisations, aux associations qui devraient pouvoir donc là, actuellement, intervenir pour essayer de restaurer un petit peu de dignité aux demandeurs d'asile. Ce qui résulte aussi de la jurisprudence du Conseil d'État, là je parlais de décisions de tribunaux administratifs prises dans le cadre des procédures d'urgence, mais on a aussi, en cette fin d'année 2020, une décision du Conseil d'État du 27 novembre qui annule un article d'un décret qui permettait la privation de liberté des personnes à la frontière, en précisant qu'on ne peut pas opposer un refus d'entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire en franchissant une frontière. Et puisqu'on ne peut pas lui opposer un refus d'entrée, on ne peut pas non plus le placer dans un quelconque local de détention. Ça, c'était pour la situation du demandeur d'asile à la frontière. Donc, on a des règles qui sont claires, mais qui ne sont pas appliquées correctement actuellement par les autorités policières. Sur le territoire maintenant, donc mon deuxième temps, et là, ça va être un tout petit peu plus long. Comment peut être protégée la dignité du demandeur d'asile? Eh bien, il y a 2 phases à distinguer. Il y a tout d'abord la phase de la demande d'asile proprement dite, et puis ensuite, il y aura l'accueil qui va être réservé, notamment en termes de conditions matérielles, au demandeur qui a pu déposer sa demande. Alors, pour le dépôt de la demande, elle se fait actuellement par le biais d'une plateforme qui est gérée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Là, actuellement, on a un gros souci, c'est que cet accès à la plateforme de l'OFII est extrêmement difficile. Alors, il a même été à un moment suspendu, ça c'était au début de la crise sanitaire où il y a eu une fermeture de la plateforme. On a considéré qu'il y avait une chape de plomb qui tombait sur les demandeurs d'asile et c'était, je ne sais pas comment on a pu imaginer cela, mais en tout cas, on a fermé la plateforme de demande d'asile qui devait permettre aux demandeurs d'asile d'enregistrer sa demande. Le Conseil d'État, encore lui, a été saisi suivant une procédure d'urgence et il a enjoint à l'autorité administrative de rétablir l'ouverture de la plateforme, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Mais même avec cette décision obligeant l'autorité à ouvrir la plateforme, la situation n'est pas brillante et il reste le mécanisme mis en place en France pour le dépôt de la demande d'asile ne permet sans doute pas de satisfaire aux conditions de dignité qu'on serait en droit d'attendre. Les associations de défense des droits des étrangers, et je crois que le défenseur des droits s'est prononcé aussi là-dessus, mais peut-être que Elsa Le Soeur pourra nous en dire plus. Les associations de défense des étrangers constatent qu'il est souvent très difficile d'avoir un accès
à la plateforme, un accès téléphonique à la plateforme pour obtenir un rendez-vous, que les rendez-vous sont souvent reportés, enfin, très éloignés dans le temps, il n'y en a pas de disponible. Et puis pour certaines personnes, finalement, il y a même une impossibilité d'accès proprement dit, puisqu'elles ont beau téléphoner régulièrement, elles n'ont jamais accès au service de prise de rendez-vous. Donc bon, c'est quand même un tout petit peu gênant quant à l'effectivité du droit d'asile en France si on ne peut pas, dans des conditions normales, déposer sa demande. Alors, une fois que la demande a été déposée, ce que le système juridique permet, c'est l'étude de la demande qui est accompagnée d'un certain nombre de garanties. Donc, sur le papier, tout va bien. Le demandeur d'asile va avoir droit à un examen particulier de sa demande et en principe, tout le monde a le droit de voir sa demande d'asile examinée. Alors, il y a quand même des exceptions et on retrouve le règlement Dublin, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si jamais le demandeur d'asile est passé par un autre État membre avant d'arriver en France, les autorités françaises peuvent se déclarer incompétentes pour traiter de la demande, c'est la règle, en considérant que ce sont les autorités de l'État par lequel l'étranger est passé en premier qui sont compétentes pour traiter de sa demande. Et dans ce cas-là, on va avoir affaire à des demandeurs d'asile qu'on appelle les Dublinés, par référence au règlement Dublin. Avec des exceptions, donc c'est des exceptions à l'exception, justement pour assurer la dignité, puisque on ne le renverra pas dans l'État qui serait en principe responsable de sa demande d'asile s'il existe un motif sérieux de croire qu'il court un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Ça a été un principe qui a été posé par la Cour de justice assez tôt, enfin dans un arrêt de 2011, qui est finalement l'un des grands arrêts du droit d'asile et l'un des premiers arrêts en matière de droit d'asile rendus par la Cour de justice. Et puis également, on ne fera pas du requérant, du demandeur d'asile un dubliné si on peut faire jouer une clause qui est dite humanitaire et qui finalement permet de traiter la demande au nom de l'unité familiale. Donc, on va tenir compte de l'existence de personnes à charge qui sont peut-être déjà sur le territoire. On va tenir compte des motifs familiaux et culturels pour finalement ne pas faire jouer la règle selon laquelle c'est l'autorité du premier État membre par lequel l'étranger est passé qui est compétente pour traiter de sa demande. À côté de l'exception qui concerne les Dublinés, il y a également des cas où l'autorité française ne traitera pas de la demande alors qu'elle en a été saisie. C'est lorsque l'étranger vient d'un pays sûr, il y a tout un débat pour savoir qui sont les pays sûrs, ou lorsque le comportement de l'étranger peut être qualifié de contraire à l'ordre public ou de frauduleux, mais évidemment, cela doit être démontré. Il y a des garanties très particulières qui vont encadrer la décision de refus du traitement de la demande. Donc voilà, le point que je voulais mettre en exergue, c'est que une fois qu'on a réussi à déposer sa demande, on a un droit à voir sa demande traitée dans des conditions satisfaisantes, dans des conditions qui assurent le respect du principe de dignité. Maintenant, et c'est là où le bas blesse peut-être le plus, il faut s'intéresser à l'accueil des demandeurs d'asile une fois qu'ils ont déposé leur demande. Le dépôt de la demande va déclencher un certain nombre de droits au bénéfice du demandeur d'asile. Alors là encore, on retrouve des sources européennes et de façon synthétique, ce qui va être, quels sont les droits qui vont être reconnus aux demandeurs d'asile vont être un droit d'abord d'information, hein, il a le droit d'être informé sur ses droits justement,
S'il y a des enfants, ils doivent avoir accès au système éducatif, ils doivent avoir accès aux soins de santé. Et par rapport à l'intervention précédente, il est intéressant de voir que le demandeur d'asile n'est pas traité comme un étranger en situation irrégulière. Quand on dit qu'il a accès aux soins de santé, il peut bénéficier du système de sécurité sociale normal. Donc ça, c'est quand même, en termes de dignité, assez important. Et puis, surtout, au regard de notre idée de dignité, l'ordre juridique prévoit de faire bénéficier les demandeurs d'asile de conditions matérielles d'accueil qui vont assurer sa dignité. Alors, ces conditions matérielles d'accueil, c'est le logement, c'est la nourriture, c'est l'habillement, et c'est en plus une allocation, alors certes minime, mais un mini-revenu. Mais enfin, ce revenu, le terme n'est sans doute pas adéquat. Et à cet égard, il est intéressant de citer une décision de la Cour de justice de 2014, au terme de laquelle cette allocation qui doit bénéficier aux demandeurs d'asile doit être fournie dès l'introduction de la demande d'asile, et surtout, cette allocation doit avoir un niveau, doit être d'un montant suffisant pour garantir un niveau de vie digne. C'est explicitement dit dans la décision, un niveau de vie digne et adéquat. Donc c'est vraiment l'idée de dignité qui fonde les conditions matérielles d'accueil telles qu'elles sont définies dans les textes européens qui ont été transposés dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le CESEDA. Mais peut-être que j'ai pas été, enfin je préfère le préciser parce que je ne sais pas si ça ressortait très clairement de ce que j'ai dit auparavant, mais pour pouvoir bénéficier de ces conditions matérielles d'accueil, il faut bien sûr avoir pu déposer sa demande d'asile, et comme la plateforme gérée par l'OFII ne fonctionne pas de façon entièrement satisfaisante, il y a tout un sas où les personnes qui voudraient demander l'asile ne vont pas bénéficier de ces conditions matérielles d'accueil. Alors, je reviens à l'étranger qui a pu déposer une demande d'asile et qui, a priori, devrait pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Et là, je voudrais insister sur les défaillances qui ont été déjà pointées du doigt dans le système français. Et là encore, je ne peux que mettre mes pas dans ceux de l'intervention précédente, puisque ces défaillances, elles ont été clairement illustrées par le défenseur des droits dans de multiples décisions et recommandations, également dans le cadre d'interventions, dans le cadre de procédures de justice. On peut les regrouper dans 3 catégories. Les défaillances du système français en matière d'accueil tournent d'abord autour de la saturation du dispositif national d'accueil. Elles tournent encore autour de l'effectivité de la perception de l'allocation due aux demandeurs d'asile. Et puis, elles ont trait aussi à la façon dont on a pu décider du retrait de ces conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile. Donc, il y a 3 points. Alors, je n'ai pas du tout regardé l'heure. J'ai le temps de développer ces 3 points. Vous avez tout à fait le temps de les développer. Il n'y a pas de problème. Je vous en prie. Merci. Alors, concernant la saturation, pour en prendre pas la mesure réelle, mais pour en avoir une petite idée, on peut commencer à mentionner, par mentionner une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai parlé beaucoup de la Cour de justice de l'Union européenne, mais assez régulièrement, la Cour européenne des droits de l'homme est également saisie de requêtes qui concernent le droit d'asile. Et là, en l'occurrence, dans une affaire qui a donné lieu à une décision du 2 juillet 2020,
la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à condamner la France en raison des conditions d'existence inhumaines et dégradantes des demandeurs d'asile vivant dans la rue. Alors, cela concernait des requérants qui étaient finalement qui se sont retrouvés sans ressources, sans accès à des sanitaires, sans aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels. Et la Cour, relevant donc leur situation de sans-abri, de personnes vivant dans la rue, a également fait ressortir un élément psychologique. Cette situation les a placés dans l'angoisse permanente d'être attaqués ou volés. Et la Cour en a déduit qu'on avait là affaire à un traitement dégradant, témoignant d'un manque de respect pour leur dignité. Ce sont les termes de la Cour. Et cette situation a sans doute généré des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à conduire au désespoir. Et c'est dans ce contexte-là que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que la France avait violé l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. Et à l'origine du problème qui a entraîné cette condamnation, c'était une absence de possibilité d'enregistrer la demande d'abord, ensuite des délais trop longs pour obtenir une autorisation de séjour. Normalement, je ne l'ai pas dit, mais au bout de 15 jours, le demandeur d'asile doit être en possession d'une autorisation de séjour. Là, dans l'affaire, ça avait duré plusieurs mois. Et même chose pour l'obtention de l'allocation dédiée aux demandeurs d'asile. Il y avait eu toute une période pendant laquelle ces personnes n'avaient reçu absolument aucune allocation, d'où leur obligation de vivre dans la rue. Moins d'une semaine après, le Conseil d'État est saisi aussi d'un contentieux concernant une personne qui n'a pas été hébergée dans des conditions normales. Cette fois, c'était de l'hébergement, ce n'était pas l'allocation qui était en cause. Et le Conseil d'État a retenu la responsabilité de l'État à indemniser le préjudice du demandeur d'asile en pointant du doigt la carence de l'État. Alors, en l'occurrence, on avait affaire à une jeune mère de famille enceinte qui ne s'est pas vue proposer d'hébergement quand elle l'a demandé, qui a finalement accouché. Alors là, elle était hébergée par la force des choses. Elle est restée à l'hôpital pendant 2 ou 3 semaines. Et à la sortie de l'hôpital, elle s'est de nouveau retrouvée à la rue, séparée de surcroît de son premier enfant. Alors, ce ne sont pas des périodes qui ont été très longues, mais la situation particulièrement dramatique dans laquelle s'est retrouvée cette personne a conduit d'abord à constater la carence de l'État et également donc à obliger l'État à indemniser le préjudice. Alors là, je vous donne 2 décisions. On a l'impression que les cours, les juridictions sont très exigeantes à l'égard de l'État. Il faut nuancer le tableau parce que sinon, ce ne serait pas une vision tout à fait correcte que je vous donnerais. Au mois de septembre, la Cour européenne des droits de l'homme a de nouveau été saisie d'un problème d'hébergement des demandeurs d'asile qui n'avaient pas bénéficié d'un hébergement en centre d'accueil et qui s'étaient retrouvés dans un campement surchargé où les sanitaires étaient défectueux, ils étaient réparés, mais ça prenait toujours beaucoup de temps. Et la Cour européenne des droits de l'homme constate que les intéressés se sont trouvés dans une situation de dénuement importante, mais que l'État a cherché, les autorités françaises ont cherché à les prendre en charge et lorsqu'elles étaient au courant des difficultés, notamment concernant les sanitaires,
de la situation dégradée, il y a eu des interventions qui ont été faites, de telle sorte qu'en dépit de ces conditions de dénuement matériel assez désastreuses, il était difficile de retenir l'existence d'un traitement inhumain et dégradant donc il n'y avait pas de violation par la France de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, pour comprendre les difficultés quant à la saturation du dispositif d'accueil des étrangers, il n'est pas inutile de voir les chiffres encore. Alors, ce n'est pas les chiffres de l'année, bien sûr, c'est en 2018. Les derniers chiffres que j'ai trouvés concernent 2018. Moins de 50% des demandeurs d'asile sont hébergés dans des structures ad hoc, dans des structures faites pour eux. Les structures qui existent sont des structures saturées. Donc, on ne peut pas offrir un hébergement à tous les demandeurs d'asile. Et donc, en 2018, le taux s'est un peu amélioré d'après ce que j'ai lu. Mais en 2018, un petit peu moins de la moitié des demandeurs d'asile étaient hébergés dans les structures administratives. Alors, ça voulait dire quoi? Ben, ça veut dire que pour les autres, pour les plus de la moitié, en tout cas en 2018, ils doivent recourir au dispositif d'hébergement d'urgence qui est lui-même saturé, ou bien compter sur la solidarité de la population, des associations, ou le plus souvent, et ça c'est ce qu'on voit dans les villes, dans des habitats informels, donc dans des campements dont ils sont régulièrement expulsés et qui n'offrent pas des conditions permettant de respecter leur dignité. Alors, quand ils ne sont pas hébergés dans les structures administratives, les demandeurs d'asile ont droit, en principe, à une allocation plus élevée que lorsqu'ils sont hébergés dans les structures d'accueil ad hoc. Simplement, assez régulièrement, le montant du supplément qui leur est attribué est dénoncé parce que ça ne leur permet pas, enfin, le montant la partie supplémentaire de l'allocation ne permet pas de s'héberger dans des conditions dignes. La majoration est insuffisante et c'est ce qui explique que les demandeurs d'asile se retrouvent à la rue et dans des campements souvent insalubres. Alors, on pourrait dire qu'il y a quand même la moitié qui sont dans des structures d'accueil satisfaisantes, des structures ad hoc. Bon, le tableau là n'est pas aussi rose que cela non plus, puisque les structures d'accueil sont saturées et bien souvent le fonctionnement de ces structures d'accueil est loin d'être idéal. Enfin, mais bon, voilà à peu près pour la saturation du dispositif d'hébergement, du dispositif d'accueil. Venons-en maintenant à l'allocation. Alors là encore, la personne qui représente le défenseur des droits serait sans doute mieux à même que moi pour en parler, parce que le défenseur des droits est très régulièrement saisi de réclamations de personnes qui se plaignent de ne pas percevoir l'allocation qui leur est due. Alors, c'est l'Office français d'immigration et d'intégration qui est en charge du versement de l'allocation. Il se heurte souvent à des difficultés techniques, des difficultés comptables. Récemment, le système a changé. Le demandeur d'asile dispose d'une carte sur laquelle l'allocation qui permet d'obtenir le paiement de l'allocation, mais on a changé le système et il y a eu des dysfonctionnements, ce qui fait que pendant des semaines, certains n'ont pas pu utiliser l'allocation due, ce qui évidemment est un souci et ne permet pas d'assurer leur dignité de façon satisfaisante. Et puis, pour terminer, il faut mentionner la problématique du retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Alors, on a mentionné dans l'intervention précédente le changement législatif
intervenue en septembre 2018. La loi du 10 septembre 2018 a permis de retirer les conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui ne se pliaient pas à certaines obligations et notamment qui n'acceptaient pas l'hébergement qu'on leur proposait. Bon, il y a plusieurs cas de refus. Et finalement, il a fallu que le Conseil d'État intervienne. Enfin, il a été saisi par les associations de défense des étrangers et il a obtenu l'annulation d'un certain nombre de dispositions qui prévoyaient le retrait automatique en insistant, et là encore, c'est dans la droite ligne de décisions qui avaient été rendues par la Cour de justice de l'Union européenne, en insistant sur le fait que le retrait ne devait être possible que dans des cas exceptionnels, donc il ne doit pas y avoir des motifs de retrait préconstitués, qu'il doit, c'est la même idée, toujours y avoir un examen de la situation particulière de la personne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour être sûr qu'on ne va pas avoir une atteinte excessive à la dignité de la personne. Parce que si elle n'a plus droit aux conditions matérielles d'accueil, il est à peu près évident qu'elle ne va pas pouvoir vivre dans des conditions dignes. Et je disais que c'était dans la droite ligne de ce qu'avait dit la Cour de justice. La Cour de justice, elle a même été plus loin, parce qu'il y a eu plusieurs affaires qui l'ont amenée à se prononcer. Et la Cour de justice a décidé que même si on manquait, le demandeur d'asile manquait au règlement des centres d'hébergement de façon grave, même si son comportement était violent, on ne peut pas pour autant en déduire lui supprimer les conditions matérielles d'accueil, à savoir le logement, la nourriture et l'habillement. Donc, quel que soit le comportement du demandeur d'asile, il doit tout de même pouvoir bénéficier de ces conditions matérielles d'accueil. Donc ça, c'est un principe assez essentiel qu'il est bon de rappeler, mais que le législateur français avait cherché à écarter en prévoyant donc une sanction du demandeur d'asile qui ne se pliait pas aux différentes règles. Et la sanction qu'avait prévu le législateur et précisé le pouvoir réglementaire, c'était ce retrait des conditions matérielles d'accueil. Voilà. Mais donc, normalement, là, après les différentes interventions jurisprudentielles et l'annulation des textes réglementaires, on retrouve une situation où, en principe, les conditions matérielles d'accueil sont garanties. Et j'en terminerai par là. Je vous remercie.